Je vais vous parler des études randomisées observationnelles et des essais randomisés et des études observationnelles. En regardant un petit peu les avantages et les inconvénients, cette idée étant venue effectivement révélée par le Covid, quand on a commencé à publier nos résultats sur l'hydroxychloroquine, on nous a toujours opposé en disant mais c'est pas un essai randomisé, donc ça n'a pas de valeur, ça ne vaut rien du tout. Tant que vous n'aurez pas fait un essai randomisé, on ne pourra jamais valider l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le Covid. Donc du coup, ça nous a intéressés, donc je me suis mis à regarder un petit peu qu'est-ce que les essais randomisés finalement apportaient de plus par rapport aux essais observationnels, et c'est ce dont on va parler un petit peu maintenant. Alors, en recherche clinique, en gros, c'est à peu près partout dans tous les pays, à quelque chose près, c'est divisé entre les essais, la recherche clinique non interventionnelle et celle qui est interventionnelle. Celle qui est interventionnelle, elle est appelée expérimentale aussi. Très souvent, il y a une randomisation dont on va rappeler les principes. Et puis, s'il y a randomisation, c'est ce qu'on appelle les essais randomisés, interventionnels, donc expérimentaux. Et il peut y avoir des essais expérimentaux non randomisés. Puis d'un autre côté, on a les essais, la recherche clinique non interventionnelle. La plupart du temps, c'est appelé observationnel. Et généralement, on compare des groupes de patients. Si effectivement, il y a réellement une comparaison avec un groupe contrôle, on appelle ça quasi expérimental ou analytique. Et puis, s'il n'y a pas de comparaison, c'est des études descriptives. Donc, en gros, ça, c'est le schéma à peu près de ce que l'on fait en recherche clinique. Alors, le principe de l'essai randomisé, par définition, comme son nom l'indique, c'est la randomisation. Et donc, en gros, il y a un certain nombre d'étapes avec, il faut donc avoir des critères de sélection des patients. Il y a la randomisation qui est la deuxième étape. Puis après, on vérifie que les populations sont proches, une espèce de vérification a posteriori pour savoir si les deux populations, effectivement, n'ont pas trop grosse différence entre elles. Et puis, on fait l'intervention, etc. Et théoriquement, à la fin, c'est fait pour comparer deux groupes de patients qui sont a priori équivalents, en tout cas dans ce que l'on connaît. Donc ça, c'est le principe général. Les ECR, les essais randomisés, sont classés de deux façons, soit en fonction effectivement de la façon dont on fait l'ECR, dont on inclut les patients. Donc il y a le plus classique, c'est ce qu'on appelle le groupe parallèle, c'est-à-dire qu'on randomise en deux groupes, d'accord, un qui va recevoir l'intervention et l'autre qui ne recevra pas l'intervention ou le traitement. Ce groupe parallèle peut être mis en crossover, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on croise, on inverse les groupes, c'est ce qui est là-haut, c'est-à-dire que par exemple, on a un groupe qui était placebo, il devient traitement, et l'autre qui était traitement devient placebo, c'est ce qu'on appelle le crossover. On peut inclure ce qu'on appelle en cluster, c'est-à-dire qu'au lieu de randomiser des individus, on randomise des groupes. Donc ça peut être randomiser des familles, ça peut être randomiser des gens qui sont des groupes de gens qui sont exposés en général à la même chose. Il peut y avoir des randomisations, des essais qui sont factoriels, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs interventions les unes après les autres. Et puis ce qu'on appelle encore divisé, c'est-à-dire on utilise un même malade avec deux endroits. C'est-à-dire par exemple là, on fait une intervention sur un organe, un œil, et puis un autre traitement sur l'autre œil. Donc bien entendu, ça c'est parfait parce que c'est la même personne. Donc en général, il n'y a pas de biais. Et puis il y a une deuxième classification des ESR qui est liée à ce que l'on veut savoir, veut démontrer, c'est-à-dire est-ce qu'on veut démontrer qu'il y a une supériorité d'un traitement par rapport à un autre. Et donc là, en général, on va voir ça demande beaucoup de patients. Et le traitement, donc on peut dire le traitement A est supérieur à B, ou alors on n'a pas réussi à mettre en évidence que A est supérieur à B. Et puis il y a les fameux essais de non-infériorité. Et là, il faut bien lire, c'est le but de montrer que le traitement A n'est pas excessivement moins bénéfique. C'est-à-dire qu'en fait, le but est de dire que les essais de non-infériorité sont pour dire que deux traitements ont une différence qu'on pense acceptable. Et puis il y a les essais d'équivalence. Alors la randomisation consiste donc à répartir aléatoirement des participants ou des grappes, ce que l'on a vu dans les clusters, dans plusieurs groupes. Cette répartition peut se faire par des systèmes de randomisation simples. Alors on a des séquences aléatoires, donc on donne A puis B, on tire au hasard. L'inconvénient de cette randomisation simple, c'est qu'on peut avoir des groupes qui sont déséquilibrés, des groupes qui ont plus de B que de A, ça peut arriver. On peut randomiser des paires de participants,
On peut randomiser de façon appariée, stratifiée, puis des randomisations en blocs, c'est-à-dire qu'on prépare 2 blocs dans lesquels on met le même nombre de A et de B, et on tire au fur et à mesure dans chacun des blocs, ce qui assure en général qu'il y a autant de A que de B quand on est dans un essai en parallèle. Alors, l'objectif finalement de la randomisation, c'est un objectif idéal qui vise à atteindre des objectifs, la comparabilité des groupes au niveau des variables connues ou inconnues qui affectent les résultats soient identiques dans les 2 groupes. Et puis, ça limite un petit peu le risque de ce qu'on verra, c'est-à-dire que les chercheurs ou les patients puissent prévoir dans quel groupe ils vont tomber, ce qu'on appelle l'aveugle ou le double aveugle. Et ça, c'est le biais de sélection, on y reviendra. Dans les essais randomisés, souvent, ce qu'il y a, c'est qu'on essaye, ce qu'on appelle en anglais le blind, c'est-à-dire qu'on essaye de cacher soit l'affectation déjà du groupe, soit au mieux l'intervention dans l'essai par une mise en aveugle, qui peut être en simple aveugle, c'est-à-dire que seul le patient ne sait pas ce qu'on lui donne, ou en double aveugle, c'est-à-dire que le patient et l'intervenant, ce qui peut être un médecin ou l'investigateur, ne savent pas ce que l'on va donner, c'est ce qu'on appelle le double aveugle. En fait, les essais, quand il y a une variable qui est objective, l'aveugle est souvent pas complètement nécessaire, mais par contre, il est absolument indispensable quand les variables à l'étude sont des variables subjectives. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est de décider combien de patients il faut mettre en place dans ces essais. Ça va être important parce que ça va conditionner beaucoup après l'intérêt de ces essais. Ça, c'est ce que, je ne sais pas s'il est là, il n'est peut-être pas là, Hervé, c'est ce que m'a passé la courbe que m'a passé Hervé pour essayer de comprendre. En fait, si un effet de traitement attendu, présumé, est faible, le nombre de patients à inclure dans ces essais doit être grand pour s'assurer qu'en absence de différence, celle-ci ne soit pas liée au hasard, le hasard étant de 5%. Ça détermine la puissance de l'essai. Et donc, en pratique, et c'est souvent comme ça, quand l'industrie fait un essai randomisé, son intérêt, c'est surtout de démontrer que le médicament qu'il met en place, quand même, à un moment donné, va avoir un effet aussi petit soit-il. Et donc, la différence qu'il va attendre est une petite différence. Donc, le nombre de patients à inclure est très, très grand. Lorsque la taille de l'échantillon augmente, avec très, très peu d'effectifs, effectivement, on peut démontrer que l'effet est significatif du traitement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Les études observationnelles sont quand même des études qui sont très loin de l'essai randomisé. Donc, c'est souvent choisi en raison de préoccupations éthiques, on y reviendra, ou de contraintes logistiques. Par exemple, il y a des études pour lesquelles on ne peut pas randomiser parce qu'on n'a pas les moyens logistiques de randomiser. L'étude observationnelle, elle va contraster avec l'étude expérimentale où l'intervention est planifiée à l'avance dans un protocole et dont l'effet est jugé sur des critères d'efficacité précis. Donc, on revient au schéma qu'on avait vu au départ. Mais dans ces études observationnelles, quand il y a un contrôle qui est mis en face, on peut dire qu'elles sont quasi expérimentales ou analytiques, ce qui les rapproche des essais randomisés. Donc il y a plusieurs types d'études observationnelles. Il y a les études cas témoins, d'accord ? Donc ce qu'on appelle cas contrôle, par exemple, peuvent être assemblées ou matchées. Donc on a dans un groupe un certain nombre d'individus. Alors soit elles sont rétrospectives, soit elles sont prospectives, mais le principe, effectivement, c'est d'assembler des individus sur le plus de ressemblance possible et de donner à l'un un traitement et de donner à l'autre un autre traitement, ou le placebo, etc. Donc on peut le faire en prospectif, on peut le faire en rétrospective, les cas contrôle. Il y a les séries chronologiques, donc qui ont fait l'évolution dans le temps d'une variable donnée à partir du moment où on a fait une intervention, des études avant-après, des études transversales qui sont purement descriptives, on observe les gens et on regarde effectivement ce qui se passe et on note. Et puis des études de cohorte, c'est-à-dire qu'on a un groupe de gens que l'on suit, et ces études de cohorte peuvent elles aussi être prospectives, c'est-à-dire qu'on fait ça sur un protocole en voyant l'avenir, ou rétrospectives, c'est-à-dire qu'on revient en arrière sur des données. Et ces deux études de cohorte, prospectives ou rétrospectives, peuvent être contrôlées avec un groupe contrôle, ce qui redevient à une étude quasi expérimentale. Alors, études observationnelles, les avantages et les inconvénients. Les études cas témoins ou cohorte contrôle, c'est ce qu'on appelle quasi expérimentales ou analytiques. Elles sont relativement peu coûteuses. Il y a relativement peu de patients à inclure. Elles ont été à l'origine de certains nombres de découvertes et d'avancées importantes, c'est-à-dire avec un petit nombre de patients finalement.
surtout quand les différences attendues sont grandes, elles sont tout de suite visibles finalement, elles ressortent très rapidement. Et puis elles sont utilisées surtout dans les maladies rares ou comme études préliminaires pour anticiper les essais randomisés. Le problème des études observationnelles, ce qui est reproché aux études observationnelles essentiellement, c'est les difficultés d'obtenir des informations fiables, notamment quand elles sont rétrospectives, ce qu'on appelle le biais de mémorisation, parce que les gens oublient un petit peu un certain nombre de choses, et donc il y a, notamment dans les études rétrospectives, il y a un certain nombre de données que vous ne les avez pas prévues au départ, vous ne pouvez pas les avoir après, et donc c'est ce qu'on reproche aux études observationnelles. Sur les essais randomisés, donc l'avantage théorique, c'est qu'il élimine justement les biais dans l'affectation du traitement, donc ce qu'on appelle le biais de sélection, et les facteurs de confusion, c'est-à-dire tout ce qui sont les facteurs qui peuvent modifier finalement le pronostic ou la variable d'intérêt, est théoriquement équivalent dans les deux groupes. Ça facilite la mise en aveugle et l'identité des traitements, et puis ça permet l'utilisation de théories de probabilité, c'est-à-dire que on peut éviter que la différence de résultats entre les groupes de traitement soit liée simplement au hasard. Ça, c'est les avantages théoriques. Je vais passer rapidement là-dessus, parce que c'est peut-être quelque chose qu'il faudra faire plus spécifiquement, mais simplement pour dire qu'en recherche biomédicale, ce qui est de la recherche biomédicale, c'est en général les ECR, tout ce qui est prospectif. Ce qui est rétrospectif, en général sur dossier, ça ne rentre pas dans la recherche biomédicale, ça rentre dans le cadre du soin. Et donc, il n'y a pas d'intervention sur le patient, simplement, elle utilise des données collectées au cours du soin, à condition que le patient ait été informé et n'ait pas mis d'opposition écrite à leur utilisation en but de recherche. Alors, les limites et inconvénients des ECR, surtout le premier inconvénient, peut-être l'inconvénient majeur de ces ECR, c'est la validité externe, c'est-à-dire la reproductibilité des essais randomisés. On va voir que c'est la limite la plus importante. Un exemple, le lieu, c'est-à-dire ceux qui fonctionnent avec une population dans un pays donné, ne peut ne pas marcher dans une autre population. Et ce qu'on regarde, j'ai trouvé ça en fait un peu par hasard, c'est une image montrant la randomisation, mais on imagine très bien ce que ça peut être on a une population. Si la population n'a pas trop de facteurs différents, on peut penser à allouer dans chacun des groupes, on va dire un nombre raisonnable de facteurs différents et que ce soit homogène. Mais si la population est extrêmement variée, eh bien, il peut y avoir effectivement des groupes qui sont complètement différents. Donc, en fait, c'est la reproductibilité de ces essais qui est pas bonne. La caractéristique des patients, les malades donc sont composés de mosaïques, et malgré la randomisation, seul un des facteurs connus peut être contrôlé a posteriori. Il y a aussi une chose qui ne se passe pas forcément, mais le respect du protocole par les patients, c'est-à-dire quand on dit aux gens de prendre des tablettes, il y en a qui les prennent, il y en a qui ne les prennent pas, donc ça peut être effectivement une problématique. Et puis, il y a des ECR qui peuvent nécessiter des procédures diagnostiques ou de suivi compliqués qui ne peuvent pas être appliqués à la clinique en général. Donc, toujours dans les inconvénients, les critères d'évaluation composites sont compliqués, d'accord ? Par exemple, dans l'essai sur le Remdesivir, on compare ça maintenant pour dire que les choses vont bien, on compare ça avec des échelles ordinales, qui sont si les patients sont sous O2, s'ils n'ont pas d'O2, s'ils ont de l'O2 à haut débit, ou s'ils ont une ventilation non invasive, ou ils sont intubés. C'est des échelles qui ne peuvent pas être réellement appliquées dans la vie courante. Et puis, effectivement, les critères d'évaluation sont rarement, enfin, quand ils ne sont pas des critères objectifs, sont effectivement sont difficiles à apprécier. Par exemple, dans les essais sur le Remdesivir, ils n'utilisent pas la charge virale qui, on reverra, est un point relativement important. Puis il y a le problème des effets indésirables sur les études observationnelles qui sont en général répétées. Les effets indésirables sont plus faciles à mettre en évidence que sur 200 ou 300 ou 400 patients d'un essai, ce qui est un faible nombre pour mettre en évidence des effets indésirables. Un des inconvénients que moi je considère comme majeur, c'est l'inconvénient éthique de ces essais randomisés. Alors ces essais randomisés, théoriquement, il est dit que ce n'est éthiquement acceptable que si les meilleures connaissances actuelles ne permettent pas de dire avec suffisamment de certitude quelle stratégie thérapeutique est a priori la meilleure. C'est ce qu'on appelle l'équipoise en anglais, balance clinique en français. Et juste un exemple, c'est de dire on va faire deux groupes. Dans un, on va donner un standard of care avec une drogue. Et dans l'autre, on va donner juste le standard of care. Et c'est très compliqué pour quelqu'un qui est médecin, qui va donner une drogue, de dire non, mais cette drogue, je la donne tout en sachant que probablement, elle ne fera pas la différence.
Si vous donnez une drogue, c'est parce que vous espérez qu'elle va avoir une différence quand même. Donc c'est que vous espérez que drogue et le standard of care va être meilleur que standard of care. Et donc ça veut dire implicitement que si vous espérez ça, il y a des patients que vous allez tirer au sort et pour lesquels vous allez donner quelque chose dont vous saurez que ce serait inférieur, quoi. Et donc ça, c'est très compliqué à gérer sur le plan éthique. Alors quand la différence, c'est effectivement un bien-être, etc., ça va, mais quand la différence, c'est la mort, c'est effectivement comme dans les essais, notamment, ce qui était très intéressant, c'est l'essai de Jiki, qui est utilisé donc un certain nombre d'antiviraux dans le traitement pour la maladie Ebola. Ben, à la fin, ils ont craqué en disant c'est pas éthique de faire en essai randomisé. Ils ont dit on va faire un essai contre effectivement un contrôle historique parce que ça leur a pas paru éthique, encore une fois, de donner un essai randomisé pour ça. Les autres problèmes importants des ECR, c'est que c'est très coûteux un ECR, hein, donc c'est un protocole relativement lent à mettre en place. Il va demander en fonction des ECR un nombre de patients à inclure très important. C'est très souvent, c'est multicentrique, justement pour pouvoir atteindre ce nombre de patients. Et donc, du coup, comme c'est très coûteux, la plupart du temps, il n'y a que l'industrie qui peut financer ces essais, à de rares exceptions. Et donc, en plus de ça, comme c'est très coûteux, on essaye de ne pas mettre trop de variables, on se focalise sur les variables d'intérêt, on n'ouvre pas un certain nombre de variables, autres variables. Donc, le tableau que l'on cherche est rarement complet. En plus, les ECR durent pendant des années ou des décennies parfois, donc ce qui pose des problèmes de changement de contrôle. Hein. Si on a un standard of care pendant une décennie, il change ce standard of care, bien entendu, au fur et à mesure des décennies. Et puis, ils ne sont surtout pas adaptés aux épidémies. Hein. Donc, pour revenir à l'essai Jiki pour Ebola, qui finalement s'est terminé alors qu'il n'y avait plus d'Ebola, l'essai Discovery dont vous avez entendu parler, mais pour lequel actuellement il n'y a pas de résultat qui soit sorti, qui avait prévu d'inclure 3600 patients en Europe pour le Covid et pour lequel on n'a aucun résultat actuellement. Et puis, surtout, le dernier, c'est l'essai qui a mis en évidence l'efficacité du Remdesivir, et qui a été l'essai qui a permis l'obtention de l'AMM conditionnelle donc européenne, pour lequel l'AMA attendait le complément d'études qui devait être donné en août et pour lequel il n'y a pas de complément d'études parce que c'était une étude préliminaire sur un tiers des effectifs. Donc ça n'a pas été confirmé pour l'instant sur cet essai-là. Les conflits d'intérêts, donc du coup, puisque c'est très souvent effectivement payé par l'industrie en raison des coûts importants, eh bien ces ECR sont partiellement ou totalement financés par l'industrie. Et il y a plusieurs publications, il y a beaucoup maintenant de publications qui montrent que ces ECR qui sont financés par l'industrie sont plus susceptibles d'être associés à des résultats statistiquement significatifs en faveur de l'industrie. C'est un peu ce qu'on appelle le biais de publication, c'est-à-dire que quand on publie, quand on finance une étude et que les résultats ne sont pas bons, ben en général, on ne la publie pas ou on essaye de ne pas la publier. Donc quand les résultats sont négatifs, bien entendu, ça entraîne un gros biais. Et puis il y a plusieurs travaux, notamment un travail important qui avait regardé 29 méta-analyses pour 509 essais contrôlés randomisés, et qui vous donne ça. 60% de ces essais, de ces ECR ont fait état de source de financement, je dirais 60% seulement, c'est-à-dire qu'il y a 40% qui n'ont pas fait état du tout de source de financement. 70% de ceux qui ont fait état de financement sont financés par l'industrie, donc ce qui est quand même une grosse manne, même si ce n'est pas que ça. 26% des ECR ont fait état de conflits d'intérêts entre les auteurs, seulement, on va dire. Et 69% de ces ECR donc, révèlent des liens financiers de l'industrie avec un ou plusieurs auteurs. Il n'y a que 7% de l'ensemble de ces essais qui font état de source et de financement et de conflits d'intérêts avec les auteurs. Donc il y a actuellement effectivement encore un gros problème là. Alors ce qui est intéressant en termes de qualité à la fin, finalement, c'est ECR, pas ECR, études observationnelles, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire ? On y reviendra, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez montrer. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas dire ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il n'y a que les ECR qui comptent, l'ECR c'est le gold standard, il n'y a que ça qui compte, ce n'est pas vrai. Il y a plusieurs études qui avaient déjà montré qu'il n'y avait pas d'énormes différences entre les essais
donc randomisées et les études observationnelles, mais il y a récemment cette nouvelle, on va dire, revue donc de la Cochrane qui a sélectionné parmi 4000 revues, je crois, 14 revues qui correspondent à 1583 méta-analyses et qui montrent à la fin, finalement, que 11 de ces 14 revues montrent qu'il n'y a pas de différence en notre ratio entre les ECR et les études observationnelles traitant le même sujet. Donc, en pratique, ça veut dire que la connaissance que l'on a de la connaissance de ces données, finalement, n'est pas différente en fonction des ECR et des études observationnelles. Et ce que l'on voit effectivement, donc ça c'est une des plaques de ceux qui montrent les études randomisées versus les cohortes. Et vous voyez qu'il y a une grande, je ne rentrerai pas dans les détails, mais une grande hétérogénéité de ces études, ce qui veut dire qu'effectivement, elles sont extrêmement variables et donc très très variables. Il y a peu de différences significatives donc, entre les études observationnelles et les ESR. Alors ce qui importe finalement dans tout ça, c'est surtout la qualité des études. Donc ce n'est pas tellement de savoir quel est le gold standard. La priorité, c'est de choisir une question de recherche. La première chose, il faut qu'elle soit éthique, cette question de recherche, et qu'elle corresponde à votre éthique médicale. Il faut qu'elle soit précise. À qui doit-on appliquer le traitement? Quelle est l'intervention que l'on veut faire? La chose dans les essais médicamenteux, c'est effectivement dire le bon médicament au bon malade au bon moment. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un essai sur une population extrêmement hétérogène. Il faut essayer de cibler. Un diagnostic établi en maladie infectieuse, on ne peut pas faire des essais sur des fièvres ou des frissons. Il faut qu'on isole ou qu'on identifie le micro-organisme pour qu'on soit sûr d'un diagnostic. Il faut que les objectifs soient raisonnables, plutôt optimistes et cliniquement applicables, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller chercher une différence très faible sur des milliers de patients. Honnêtement, si vous avez un médicament qui guérit une fois sur 1000 ou une fois sur 3000 les gens, cliniquement, ça n'a pas de sens. D'accord ? On préfère un médicament qui guérit les gens une fois sur 2. Donc réduire la mortalité, réduire la charge virale, voilà, de 50%, ça, ce sont des objectifs raisonnables. Il faut avoir des variables d'intérêt qui soient objectives, mesurables, reproductibles en clinique. La charge virale, les décès, par exemple, sont des variables d'intérêt importantes. Et surtout, il ne faut pas négliger l'observation à la base, parce que finalement, pour pouvoir répondre à tout ça, il faut commencer par l'observation, par voir les malades, par voir ce qui se passe, avant de pouvoir effectivement décider de la question de recherche. Après, je voulais juste vous mettre deux choses qui sont, à mon sens, très très importantes. D'une part, Fleming, qui a montré avec 6 malades que la pénicilline était efficace. Donc, il n'y avait pas besoin d'essais randomisés. Il a vu 6 malades. Il a traité 6 malades avec la pénicilline. Ça a marché, c'était visible. Et ce même Fleming, effectivement, il avait reçu de Ehrlich donc le salvarsan, qui était l'arsenic. Et il a traité lui-même quelques malades à la syphilis. Et il dit effectivement qu'il a été absolument impressionné par la disparition des lésions syphilitiques. Et il finit par en disant, ça montre ce qu'il arrive quand le bon médicament est introduit dans le bon patient avec la bonne infection, et c'est surtout ça qu'il nous faut.